Comment valoriser les terroirs français? C'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, nous sommes toujours avec Nicolas Hazard, le fondateur et président d'Inco, et Christophe Eberhardt. Bonjour, cofondateur d'Ethicable, coopérative française née dans le Gers, engagée dans la vente de produits bio issus du commerce équitable. Et alors, j'ai envie de vous poser une question, ou en tout cas de vous demander de nous expliquer ce que vous faites en termes de commerce équitable en France, puisqu'on peut faire du commerce équitable à l'intérieur des frontières. C'est ma première question pour vous, Christophe. Oui, on a démarré ça il y a 10 ans déjà. Bon, notre métier de départ, c'était le commerce équitable avec les producteurs du Sud, le café, le cacao, etc. Mais dès le départ, les gens nous disaient et pourquoi pas les paysans d'ici, pourquoi pas nos producteurs, étant donné les problématiques de notre agriculture. Et on sentait qu'il y a une vraie sensibilité du public. Et donc, on a fait, il y a 10 ans, un travail d'adaptation des critères habituels du commerce équitable aux producteurs français. Et puis, depuis lors, bon, ça s'est développé, puisque maintenant, il y a une loi, il y a un certain nombre d'entreprises qui travaillent sur ce sujet du commerce équitable avec des producteurs français. Et voilà, c'est quelque chose qui commence peu à peu à s'installer dans le paysage. Donc ça, c'est ce que vous faites avec des producteurs partout en France. Sur quel type de produits ? Alors, c'est toutes sortes de produits. Le principe consiste à travailler avec des groupements de producteurs, des organisations de producteurs, des coopératives ou des associations. Et donc pas des producteurs individuels, mais des gens qui sont rassemblés et qui ont un projet, on va dire, de développement, un projet social. Et c'est toutes sortes de produits bio. Donc il y a des farines, il y a des légumineuses, des lentilles, des haricots, des jus de fruits, des confitures de fraises et de framboises d'une organisation de producteurs des Monts du Lyonnais, un terroir traditionnel ancien de fruits rouges, avec des producteurs qui tentent de relancer la production de fruits rouges en bio. Et puis des farines de petite épeautre, des différents types de produits, des farines de sarrasin, de la crème de châtaigne d'une organisation de producteurs d'Aveyron, qui relance également ces châtaigneraies anciennes. Ce sont des châtaigneraies qui font partie du paysage, qui sont abandonnées, on va dire. Ce sont des forêts qui sont sur le haut des collines et que des producteurs tentent de réhabiliter en taillant, en retaillant, en replantant, enfin en retaillant les anciennes châtaignes, les châtaigniers, et fabriquent eux-mêmes une crème de châtaigne. Donc, qui est délicieuse, j'ai goûté, c'est excellent. Ça donne faim tout voilà, ça. Voilà. Quelques chiffres autour d'Ethicable, né en 2003 dans le Gers, on l'a dit, plus de 150 produits issus de l'agriculture biologique. Les produits phares, vous nous l'avez dit, en tout cas les produits de départ, chocolat, café, thé, 80 coopératives de petits producteurs partenaires. Et alors là, on est dans la partie mondiale, un impact direct sur près de 50 000 producteurs dans 27 pays. Nicolas Hazard, quel regard vous portez sur l'aventure et le succès d'Ethicable? Alors moi, je suis toujours très ému quand j'entends Ethicable parce qu'en fait, pour tout vous dire et tout vous avouer, Ethicable, c'est le premier investissement qu'on a fait quand on a lancé le fonds à impact il y a quelques années. C'est un peu nouveau, d'Inco, exactement. On a commencé et la première entreprise dans laquelle on a voulu investir, c'était celle d'Ethicable, qui était encore assez petite et qui s'est développée énormément. Et ça montre quoi? Ça montre que l'impact, c'est une réalité et qu'il y a un vrai potentiel, et notamment dans l'investissement, dans le développement de l'entrepreneuriat, et qu'on peut concilier aujourd'hui rentabilité économique, un modèle économique qui est viable, et un impact social qui est très très fort. Vous avez rappelé les chiffres de toutes ces familles de producteurs en France et dans le monde, et en même temps, c'est un investissement qui est tout à fait rentable et qui permet, à mon sens, de montrer qu'une autre finance est possible en réconciliant l'impact et la finance traditionnelle. Quand vous avez fait ce premier investissement, la finance responsable était assez balbutiement. C'était il y a combien de temps, ça? C'était il y a 10 ans. Oui. Et la finance à impact, le mot n'existait quasiment pas. Les gens parlaient d'économie responsable, mais sans trop savoir ce qu'il y avait dedans. Et nous, on voulait démontrer par la preuve que c'était possible d'avoir un modèle différent
et que les épargnants, qui sont des gens comme vous et moi, on a tous peut-être un peu de sous de côté, on a envie de mettre de l'argent sur des projets qui créent de l'emploi en local, qui ont un vrai impact positif sur la société. Et en même temps, on a envie aussi d'avoir un retour parce que demain, on veut pouvoir consommer aussi ces produits d'épargne. Et donc, c'est cette nouvelle finance qu'on a essayé de structurer. Et en 10 ans, elle a été multipliée par 50%. Enfin, elle a une augmentation de 50% chaque année depuis le début. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en Europe, ça devient un vrai produit mainstream. Christophe Eberhardt, quelles sont pour vous, selon vous, les solutions pour valoriser les terroirs français? Est-ce que c'est justement de soutenir, comme vous l'avez dit, des petits producteurs qui essayent de relancer des petites productions un peu oubliées? Oui, c'est ça, c'est valoriser l'agriculture paysanne, la petite production, l'agriculture familiale, plutôt que les grandes unités intensives. C'est le choix de la bio pour nous. Parce que voilà, la bio, aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais elle ne représente que 8% de la superficie agricole. Donc finalement, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais parce que c'est long d'accompagner des agriculteurs qui veulent basculer vers le bio? Parce que, oui, ça suppose des choix. C'est quand même plus difficile. Il y a des contraintes techniques. Il faut 3-4 ans, je crois, à la conversion voilà, bio. C'est ça, il faut être motivé. C'est vrai qu'il y a en arboriculture, par exemple, il y a des vraies difficultés. Et puis, les politiques agricoles sont aussi assez timides pour accompagner les producteurs vers ces transitions. Et donc, voilà, je crois que pour nous, le choix, c'est de créer des débouchés qui soient rémunérateurs, avec un principe de premium garanti, et d'appuyer des projets, des initiatives de producteurs qui ont cette vision de l'agroécologie, qui ont cette vision de la bio, mais aussi d'organiser une transition vers des systèmes de production qui soient plus durables. Voilà, réintroduire les haies dans les champs, couvrir les sols l'hiver, différents types de pratiques qui vont au-delà de la bio, mais qui vont vers une autre agriculture, une agriculture de demain, une agriculture plus complexe, une agriculture qui a besoin d'agriculteurs peut-être plus à l'écoute de la nature, et qui est, nous semble-t-il, l'agriculture de demain. Mais est-ce qu'ils sont de plus en plus courtisés? Parce qu'on reçoit ici même des représentants de temps en temps du secteur agroalimentaire, des géants même de l'agroalimentaire, qui veulent eux aussi basculer vers le bio et qui ont parfois du mal à trouver des agriculteurs. Donc est-ce que ceux qui travaillent avec vous, parfois on essaye de les débaucher, si j'ose dire? Je ne dirais pas ça, parce que c'est vrai qu'il y a une certaine demande de la bio aujourd'hui, mais en même temps, la demande se développe également. Alors il y a de l'offre en ce qui concerne par exemple le lait, les céréales, etc. Mais celle-ci reste quand même fragile, c'est-à-dire qu'il faut faire, c'est des petits marchés, donc il faut arriver à faire coïncider l'offre et la demande sans avoir de difficultés. Et puis des petits produits comme ceux que je parlais tout à l'heure, les fruits, les légumes, les herbes aromatiques par exemple. Finalement, les herbes aromatiques, les herbes de Provence, elles sont plus produites en France depuis longtemps. On imagine que ce genre de produits sont français, mais bien souvent, c'est assez rare. Et il y a vraiment besoin de soutenir des initiatives de producteurs qui relancent ces productions, ces petites productions qui font partie aussi de notre gastronomie. Et il y a des vrais enjeux aussi de relocaliser ces productions qui petit à petit ont disparu. Nicolas Hazard, qu'est-ce que cette crise que l'on est en train de traverser a apporté à une prise de conscience des gens qui veulent peut-être revenir un peu à la campagne? Mais en termes économiques, quel regard vous avez? Cette crise, ça a été un accélérateur. Ça a été un accélérateur des consciences. Je pense que tout le monde a vu et sait qu'on est allé un peu trop loin dans la mondialisation, notamment, que finalement, on n'est pas totalement autonome sur certaines industries, et on le regrette un petit peu. Et donc, d'un point de vue économique, ça a aussi apporté une prise de conscience sur le fait qu'il fallait peut-être relocaliser une partie de nos secteurs d'activité et une partie de notre économie. Mais c'est quoi les freins, justement, à ce développement territorial, vous qui avez sillonné le pays à la recherche de ces initiatives? Les freins, ils sont divers. La première, c'est les freins, ils sont dans nos têtes. C'est-à-dire qu'il y a un dogme très fort qui veut, et c'est la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, qui veut qu'on se dise qu'on gagnera plus d'argent si nous, on se spécifie sur les services, notamment sur la R&D, que l'usine, elle sera en Chine, en Inde, et que les aliments, ils seront produits en Afrique ou en Amérique du Sud. Et donc, on a tout intérêt à le faire.
Or, ça, d'abord, c'est un dogme qui est très fort, c'est un dogme néolibéral, notamment des années 80, mais petit à petit, on est en train de changer là-dessus. Et on se rend compte qu'il faut qu'on fasse différemment, qu'on relocalise un certain nombre de nos productions, à commencer par l'alimentaire et l'agriculture, qui sont absolument clés. Ça, c'est le premier frein. Le deuxième frein, c'est qu'il y a quand même... Pour aller s'installer dans la campagne, c'est pas rose tous les jours, en gros. Hein. C'est pas le pays des bisounours. C'est quand même compliqué pour les services publics, pour trouver des hôpitaux, pour les écoles, pour tout ça, les commerces. Et donc, il y a quand même un certain nombre de freins qui font que, aujourd'hui, si on veut trouver un boulot notamment, on sait qu'on le trouvera plus dans une grande métropole qu'à la campagne. Et donc, c'est là-dessus que moi, j'ai essayé de réfléchir en me disant comment on fait pour que demain, il y ait 3, 4, 5 millions de personnes qui, si elles en ont envie, puissent aussi retourner vivre à la campagne, pas seulement pour être agriculteur, mais aussi pour développer des commerces, des services et faire des choses. Et à travers ce livre, c'est montrer que c'est possible de le faire. Si des gens ont réussi à le faire d'un point de vue local, si des maires de petits villages ont réussi à réattirer des gens, on peut le faire d'un point de vue plus national. Et puis il y a des initiatives, Christophe Eberhardt, on va terminer là-dessus. La chocolaterie. Mais oui, quand même, parce qu'on est gourmand. Vous allez ouvrir au printemps une nouvelle chocolaterie, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que bon, Etikable, c'est surtout du chocolat. La moitié de nos ventes sont des produits à base de cacao. Et jusqu'à présent, nous faisions fabriquer nos chocolats en Italie. On achète nos fèves de cacao auprès d'organisations de producteurs et on fait fabriquer et donc, en Italie. Et donc là, on a construit, on a fait un investissement de 20 millions d'euros. Assez conséquent, donc très conséquent, pour une scope de commerce équitable, parce que nous sommes une entreprise coopérative, donc qui appartient à tous ses salariés. Et donc, évidemment, c'est assez nouveau qu'une entreprise de ce type-là parvienne à créer son propre outil industriel et fabrique ses propres chocolats. Donc, nous allons fabriquer nos chocolats à Florence, dans le Gers. Dans le Gers, quel beau pays. En milieu rural ou dans un tissu peu industrialisé. Et puis, c'est vrai que c'est un peu un défi de relancer une production industrielle de ce type, alors qu'il y a eu beaucoup de délocalisation dans le domaine du chocolat au cours de cette dernière décennie. Ce qui permettra de soutenir 6800 petits cacaotiers. Voilà, je voulais le préciser quand même. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, c'est l'heure de Smart Ideas.